Alors voilà, comme promis, je poursuis les vidéos en lien avec la réincarnation et nos vies à travers le temps, l'espace et quelque part sur d'autres plans. Voilà, donc comme je vous disais dans la première vidéo que j'ai pu faire là, donc celle juste avant, hein, si vous allez sur mon fil d'actualité, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Eh bien, très tôt, j'ai parlé de réincarnation. Très tôt. Et puis en plus, je suis née dans une famille où certains membres de ma famille sont un peu obnubilés par certains domaines, et je me suis toujours dit, déjà petite, c'est assez curieux quand même. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est obnubilé par quelque chose qui est loin, qui paraît loin de lui? Par exemple, mon oncle est fasciné par les Amérindiens. Il a une connaissance des Amérindiens qui est incroyable. Il n'a pas du tout fait d'études d'histoire, hein, il a fait des études de cuisine, donc rien à voir. Et il cuisine même pas des trucs amérindiens en plus. Mais voilà, il s'est toujours intéressé au peuple amérindien. Il a une connaissance, mais incroyable. Et je peux vous dire que des tribus, il y en a un paquet. Et vous la lui faites pas, quoi. C'est-à-dire que c'est un autodidacte. Il a appris, euh, eh bien, tout seul comme un grand, à force eh bien, de curiosité en fait. Hein. Il a appris à se servir, eh bien, de tout un tas d'ouvrages pour quelque part raviver sa mémoire, à mon sens, de toutes les vies antérieures qu'il a pu avoir dans ces contrées qui semblent l'avoir marqué. Alors peut-être il a eu des vies de souffrance aussi dans ces contrées-là, mais voilà. Il a une décoration chez lui un peu amérindienne, alors pas que, il y a plusieurs influences, je dirais qu'il y a aussi des influences d'Amérique du Sud, et quand même un peu aussi les Mayas, tout ça c'est un peu son truc. Hein. Et puis l'Égypte. L'Égypte, ça, il est hyper féru et calé en mythologie égyptienne. Et forcément, depuis que je suis petite, moi, ça me fascine. Parce que déjà, il me dessinait, alors il m'a offert quand j'étais enfant, un coffret de hiéroglyphes, enfin un coffret de tampons hiéroglyphes. Ce qui fait que, voilà, il m'a appris à écrire mon prénom en hiéroglyphes, etc. Et puis, il peignait beaucoup des fresques égyptiennes quand j'étais enfant. Et comme j'étais fascinée par l'Égypte moi-même, eh bien, il me dessinait des fresques égyptiennes que je mettais dans ma chambre. Horus, Isis, etc. Ça n'a pas de secret pour lui. Akhenaton, Toutankhamon, il a un nombre de DVD incroyable sur le sujet. Et il est vraiment, vraiment calé en mythologie égyptienne. Ensuite, j'ai des parents écrivains, comme je le disais, et mes parents, eh bien, c'est pareil. Pour moi, ce sont des gens qui sont des gens de lettres depuis très longtemps. Ils manient le verbe avec trop d'aisance pour que ça ne soit pas quelque chose qui revienne de vie en vie, pour moi. C'est assez fascinant, je trouve, quand on commence à... Voilà, je vous disais dans la vidéo d'avant, ma mère, par exemple, a une passion pour l'Afrique noire, qui, à moi, ne me parle pas du tout. Donc, elle a énormément de livres de contes africains. Elle a un tam-tam, elle a un tam-tam africain, elle a des peintures africaines, elle a des statuettes que mon oncle lui a offert d'ailleurs, un peu avec des femmes africaines, vous voyez, comme ça. Et moi, j'ai vraiment. Moi, ça me parle pas du tout, quoi. Ça me parle absolument pas. Donc, je pense que ma mère a beaucoup d'amis africains qui lui disent souvent il y a une africaine en toi. C'est drôle, hein. Alors, ce qui est curieux, c'est que donc mon oncle est très maya, Égypte, amérindien, et puis l'Atlantide, tout ça, ça lui parle bien aussi. Et moi, fatalement, ça me parle totalement aussi. Enfin, fatalement ou pas, mais mon père aussi, l'Atlantide, c'est quelque chose qui l'a toujours fasciné. Mon père est fasciné par Jules Verne. Ce sont des univers dans lesquels il m'a un peu élevé finalement. Hein. Et puis, nous avons des origines bretonnes, donc l'eau, voilà, l'Atlantide, finalement, ça parle à tout le monde. Ma mère aussi, ma sœur est née avec les doigts de pied palmés. Vous dites,
il y a quand même des restes d'amphibiens, là, je sais pas, il y a quand même des restes de poissons, de je ne sais quoi, de sirènes. C'est assez étrange. Et en fait, quand elle était bébé, ma mère savait pas trop quoi faire avec ça, elle était un peu déboussolée. Quand vous savez pas que ça peut arriver, vous avez un bébé qui a les doigts de pied palmés, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça arrive? Donc elle a commencé à en parler un peu autour d'elle, pour exorciser aussi, hein. Et puis notamment à sa propre mère, évidemment, hein, qui en fait, en parlant autour d'elle, s'est rendu compte qu'il y avait des oncles du côté de mon grand-père, peut-être même des tantes, qui avaient, elles aussi, cette particularité d'avoir les doigts de pied palmés. Alors, est-ce que c'est une particularité celte, bretonne? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'en fait, ça vient parler souviens-toi que tu as une reliance à l'eau? Ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça, est-ce que c'est le fruit du hasard? Je ne sais pas. Je vous invite à vous interroger sur toutes les passions que vous pouvez avoir. Est-ce que vous avez une passion pour un animal en particulier? Et quelle pourrait avoir été cette histoire au fur et à mesure, au cours des nombreuses vies que vous auriez pu avoir avec cet animal? Il y a des animaux dont on a peur, on ne sait pas pourquoi. On n'a aucune raison d'avoir peur de cet animal, mais on a une phobie. Nombre de personnes qui ont peur des serpents. Est-ce que ça vient pas de vie en Égypte? Est-ce que ça vient pas de vie en Inde avec les charmeurs de serpents? Est-ce que ça vient pas... J'en sais rien. Oui, alors on pourrait dire, bah oui, c'est normal d'avoir peur des serpents, c'est quand même un rampant, c'est un animal à sang-froid, son aspect fait que on peut ne... Bah non, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des êtres qui adorent les serpents et pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui les fuient, qui en ont peur? Hein? C'est pareil, les félins. Il y a des êtres qui adorent les félins. Ils n'ont pas peur, ils pourraient presque rentrer dans la cage d'un lion, ça leur ferait pas peur. Puis il y en a d'autres, ils sont désespérés quand ils voient un félin. Ils disent oh là là, mon Dieu, même derrière les barreaux, ils ont peur. Les araignées. Et donc je vous dis aussi, parfois on a des passions comme ça, on peut avoir une passion pour la couture, je ne sais pas moi, une passion pour la cuisine, une passion pour le bien-être, les plantes, parce que ça fait des vies et des vies. On vient avec cette connaissance des plantes, avec cette connaissance des pierres, avec cette connaissance de l'âme humaine, avec cette connaissance des canaux d'énergie, avec cette connaissance du corps humain. Et puis, voilà, à mon sens, il y a trop de choses dont on se souvient sans se souvenir pour que nous n'ayons pas eu de vie avant, au moins sur d'autres plans. Parce que je suis persuadée qu'il y a la Terre, je suis persuadée qu'il y a de la vie sur d'autres planètes déjà, je suis persuadée qu'il y a encore d'autres plans que les planètes et la Terre. Pour moi, il y a une multitude de dimensions qui se superposent les unes sur les autres. Et lorsque j'étais à Balaruc la première année, il y a 3 ans, j'ai eu une vision en tant que médium. J'ai eu la vision de plusieurs mondes superposés les uns sur les autres, sur les temps en fait. J'ai vu qu'il y avait dans une des dimensions un peuple de lumière, un peu comme des restes de l'Atlantide, mais pas exactement ça. Autre chose, je pense. Qui pratiquait des guérisons avec les boumarines, avec etc. Et comme par hasard, il y a un organisme de cure à Balaruc-les-Bains. Donc comme si ce peuple influençait ou influait et soignait aussi les gens, les êtres, par émanation, par vibration, en étant présent là. Mais sur cette dimension que je voyais, il y avait encore d'autres dimensions. Et il y avait des dimensions qui ne ressemblaient plus du tout à ce qu'on pourrait connaître. C'est-à-dire que cette dimension-là, finalement, c'était pas la Terre, mais il y avait des choses qui... C'était comme des espèces de paillotes posées sur l'eau, un peu comme vous diriez Tahiti, par exemple, sauf que ça faisait pas exotique. Un peu pour ceux qui ont vu Waterworld ou un truc comme ça faisait un peu un truc un peu comme ça, différemment, mais un peu comme ça, hein, avec Kevin Costner, Waterworld. C'est un vieux film hein, déjà. Je sais pas très bien s'il a bien vieilli, d'ailleurs je suis pas certaine, mais en tout cas voilà. Et, euh, et puis euh, et puis à côté de ça, je voyais qu'il y avait encore d'autres dimensions. Il y avait des dimensions qui avaient comme des formes géométriques. C'est-à-dire c'était très éloigné de ce qu'on peut connaître. Voilà.
j'ai vu se superposer plein de dimensions et je me suis dit, waouh, d'accord. Et suivant dans quelle dimension on est, bah forcément, on a une perception du monde qui n'a rien à voir. Donc c'est peut-être aussi pour ça que quelquefois, quand vous parlez avec quelqu'un, c'est comme si vous étiez dans deux dimensions différentes. C'est-à-dire, vous êtes tous les deux incarnés sur la Terre, mais vous êtes dans une dimension, vous avez une vision avec une dimension, et l'autre a une vision avec sa dimension à lui. Ce qui fait que ce sont parfois des dimensions qui ont du mal à se rencontrer, en fait. Hein. Alors imaginez avec toutes les dimensions qui nous entourent. Et moi, je suis même persuadée, au-delà de la réincarnation, que l'on peut coexister sur plusieurs plans en même temps. Alors là, certains vont dire, bon là, elle est trop perçue pour moi, je clique sur stopper la vidéo, allez salut, moi je me casse, elle a fumé la moquette la fille. Non, moi je suis persuadée de ça, et du coup je vous encourage à nouveau, hein, je l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, euh, où je parle donc des 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre de Dolores Cannon. Dolores Cannon aborde ce sujet-là, en fait, des vies parallèles finalement. Et pour vous faire une idée, ben, je vous invite à lire ce livre-là, qui est le fruit de ses recherches en tant qu'hypnothérapeute régressif quantique. Le fruit de ses recherches, où en fait elle a, en recevant des êtres comme ça, elle a étudié les êtres. Et ce qui l'a fasciné, c'est que le même genre de... Quand les gens étaient sous hypnose, le même genre de, de témoignages en fait revenait en permanence. Et les êtres racontaient en fait des vies parallèles qu'ils avaient dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, sur des étoiles. Ça paraît dingue. Et la physique quantique vous dit le temps n'existe pas. La physique quantique vous dit passé, le présent et le futur finalement se mélangent quoi. Ça voudrait dire que à la fois nous sommes peut-être encore dans nos vies antérieures, nous sommes ici et nous sommes à la fois dans le futur. En tous les cas, avec notre présent, nous pouvons influer sur notre futur et nous pouvons influer sur notre passé. C'est-à-dire qu'en travaillant sur nous, sur le transgénérationnel, sur le karmique, sur des douleurs, sur des maladies que nous trimballons de vie en vie, sur des souffrances, sur des blessures, sur des liens karmiques complexes, eh bien, en travaillant au présent, nous avons une influence sur le passé, nous réparons le passé et nous réparons le futur. Nous transformons le futur, nous changeons le futur. Nous sommes donc des alchimistes. Et nous venons faire sur la Terre, qui à mon sens n'est pas nécessairement l'endroit le plus évolué, mais qui à mon sens est une, et c'est souvent ce qui revient d'ailleurs dans les écrits de Dolores Cannon, une école en fait, c'est une école la Terre. C'est un endroit magnifique parce qu'il y a des notions de bien et de mal qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres dimensions. Et les notions de bien et de mal nous font travailler sur l'ombre et la lumière. Là, et on vient faire des tas d'expériences, comme disait David Sabat aussi, où il disait vous pouvez être venu faire l'expérience de la colère. Vous êtes venu avec un gros paquet de colère, et le but c'est de la transmuter. Le but c'est de l'apaiser, de la calmer. Et parfois il y a du boulot. Parfois il y a du boulot pour calmer la colère. On ne sait pas d'où elle sort cette colère. On ne sait pas d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient d'un karma antérieur? Est-ce qu'elle vient du transgénérationnel avec une grosse colère qui se trimballe d'ancêtre en ancêtre? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà. On vient faire l'expérience de la colère, comme on peut venir faire l'expérience de la maladie. On peut venir faire l'expérience de ne pas avoir d'enfants, ou l'expérience d'avoir 6 enfants, 7 enfants, 12 enfants. J'ai une arrière-grand-mère qui a, je crois, fait 19 grossesses. Pas toutes les femmes qui font cette expérience-là. Voilà. On peut venir faire l'expérience de rencontrer une âme avec laquelle on passe toute sa vie. On la rencontre quand on est enfant et à 90 ans, on meurt la main dans sa main. Et puis on peut aussi faire l'expérience d'avoir 15 milliards de partenaires différents, de ne se fixer à aucune personne. Ce sont des expériences. Parce que quelque part, nous avons comme une malle à outils que nous devons remplir avec des expériences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, comme un comédien qui dirait bah, moi, dans ma carrière, je voudrais jouer un grand méchant, un grand gentil, un prince, un manant, un va-nu-pied, un bohémien, un magistrat, un président de la République, un empereur, un éboueur, parce que je veux comprendre toute l'âme humaine. Eh bien, c'est ça que nous faisons, à mon sens. Nous venons expérimenter tout un tas de rôles. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.